Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, si nombreux. Les inscriptions, tout ça, c'était assez impressionnant. Donc Victor Bertin du CNOSF, responsable Transfo-Eco, enchanté. Je ne vais pas faire très long. L'idée, c'est d'abord de remercier la Sportec qui nous offre cette opportunité avec Lorenzo et Artefact grâce à la convention qu'on a avec eux. Donc voilà, vous remerciez, vous laissez profitez au maximum. Il y a plein de startups qui présentent leurs solutions. Lorenzo a quelques surprises pour vous d'abord en contenu exclusif en introduction. Et sans plus tarder, je lui laisse la main. Grand merci Lorenzo et Artefact. Et puis encore un salut à la Sportec qui ne devrait pas tarder, qui sont là, qui ont permis tout ça. Voilà, bon après-midi à tous, profitez-en au maximum. Bravo, merci. Ouais, merci beaucoup. Et ben, ravi de toutes et tous vous accueillir. Je m'appelle Lorenzo Croati et j'organise cet événement. Alors, c'est la deuxième édition. On a fait une première édition en juin dernier. On avait 160 participants. C'était très sympathique. On s'est dit qu'on allait faire 10 fois plus grand. Donc, on a aujourd'hui 2000 inscrits. J'espère qu'on ne sera pas 2000, parce que sinon on va être un peu à l'étroit, mais peut-être 600, 700 aujourd'hui. Et en tout cas, sur la journée, vous allez retrouver à la fois des espaces start-up que vous allez pouvoir rencontrer, des startups qui font de l'intelligence artificielle, des startups qui créent des programmes data pour des fédérations ou pour des clubs. Donc n'hésitez pas à aller interagir avec eux. Et tout au long de l'après-midi, vous aurez des prises de parole sur ce lieu-là et en main stage, donc qui est la salle que vous verrez à l'entrée. C'est OK pour tout le monde ? Alors aujourd'hui, on vous a proposé de venir un petit peu en avance pour vous proposer du contenu, pour vous proposer des rencontres. On a 2 temps forts. On va rencontrer Alexandre, qui est juste là. Je vais le laisser se présenter et on va y arriver juste après. Et on vous a proposé 4 startups qui vont vous pitcher ce qu'elles font. Est-ce que ça vous convient ? Ouais, super. Alors, c'est un temps un peu informel, hein, dans le sens où l'idée, c'était de pouvoir vous accueillir, faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer, échanger, poser vos questions. Mais sachez qu'après ça, vous aurez le choix d'aller écouter les conférences, de discuter avec les startups qui sont là, de tester tout ce que vous voulez. Voilà, c'est très ouvert aujourd'hui. C'est OK pour tout le monde ? Vous le verrez. Vous l'avez peut-être déjà vu sur vos badges, mais aujourd'hui, on a un double événement. On a un événement qui s'appelle AI for Sport, donc comme son nom l'indique, l'IA pour le sport. Et on a un autre événement qui s'appelle Tech for Longevity, où vous allez retrouver toutes les nouvelles technologies pour augmenter la durée de vie. Mais dit différemment, on va parler de récupération, on va parler de tous les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies qui permettent de récupérer plus vite. Si on arrive à vivre longtemps, c'est qu'on arrive à régénérer aussi une bonne partie de son corps. Donc si ça intéresse certains ou certaines d'entre vous, eh bien, c'est au même endroit. Et c'est aujourd'hui. Alors je vous propose sans plus attendre qu'on commence cette première intervention. Cette première intervention avec Alexandre. Alexandre qui est l'adjoint à la direction de la performance de l'INSEP et qui va nous partager tous les programmes et les projets qui sont mis en place. Alors peut-être pas tout, parce qu'en 15 minutes, ça va être long, ça va être très court, mais en tout cas, une bonne partie de ce qui est fait à l'INSEP. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors habituellement, on écrit les questions et on les pose à la fin. Là, je pense qu'on peut faire la même chose. Gardez vos questions pour la fin et on prendra un temps. Est-ce que ça vous convient ? Ouais ? Bien Alexandre, it's your turn. On a 15 minutes là ? On a 15 minutes. Ah oui, donc je vais faire vite. Donc de ce que j'ai compris, on a plutôt un public fédéral là, c'est ça ? Exactement. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais donc l'INSEP est une infrastructure qui offre aux fédérations dites olympiques la possibilité d'envoyer leurs athlètes s'entraîner sur le site et elles font le choix ou pas de le faire. Donc on a des fédérations qui ne font pas ce choix ou qui l'ont fait par le passé et qui ont bougé. Typiquement le cyclisme ou bien le foot. On avait les U15 ou les U16, je ne sais plus, féminines. Et puis ça a bougé, tout le monde est parti à Clairefontaine. Mais grosso modo, dans les métriques, on a environ, je me suis renseigné quand même hier pour être sûr que je ne disais pas de bêtises, 800 athlètes permanents, à peu près 300 coachs. Et dans les fédérations dites résidentes, on en a 19. On a des partenariats avec d'autres fédérations extérieures qui ne sont pas résidentes, mais avec qui on travaille assez régulièrement. Le pôle performance, donc, dans l'établissement, on a plein de pôles. Donc, je disais préalablement sur mon slide précédent, il y a 300 agents qui travaillent sur site, qui ne sont pas des agents fédéraux, mais des agents de l'INSEP, donc de la fonction publique, et qui dépendent de la direction de l'INSEP. Et donc, les coachs et les athlètes ne dépendent pas de l'INSEP directement, ils dépendent de leur fédération qui les envoie chez nous. Et donc, les 300 agents de l'INSEP travaillent à proposer des services pour les fédérations qui sont sur le site. Et donc, le pôle performance dans lequel je suis est dirigé par un monsieur qui s'appelle Bertrand Daille,
et qui définit les missions du pôle comme celle-ci. Donner aux sportifs et aux entraîneurs un avantage concurrentiel pour progresser durablement et devenir champion olympique et paralympique. Nous sommes environ entre 60 et 70 à travailler dans ce pôle. Donc ça représente quand même un pourcentage important des 300 agents de l'établissement. Et nous sommes structurés de cette façon. En fait, on a 4 unités que je vais détailler un peu après et un réseau national d'accompagnement du sport qui a une mission, je dirais, plus nationale et transverse sur le territoire. Alors, si on attaque par les laboratoires, on a un premier laboratoire qui s'appelle l'IRMES, qui a vocation à travailler sur la data et qui travaille sur beaucoup de projets différents. Donc, j'ai mis détection, mais Adrien Sodot, qui travaille beaucoup sur le sujet, me corrigerait en disant qu'on est plutôt sur de l'estimation de potentiel. Donc, je vais le montrer après. Mais en gros, l'idée, c'est de se questionner au sein des fédérations sur comment détecter les futurs champions de demain. Les fédérations ont leur système de détection. Là, l'idée, c'est d'utiliser un peu la data et de voir ce qu'on peut faire avec. Il y a plein de questions sur la maturité, sur l'âge, sur les progressions des jeunes qui font que les parcours, ou en tout cas ce qu'on voit sur les champions olympiques, sont assez divers et donc il n'y a pas forcément de règles. Et l'idée, c'est de revenir questionner ça. On a d'ailleurs des chantiers qui s'organisent en ce moment avec certaines fédérations qui sont motrices sur le sujet. On observe, quand on regarde les parcours des champions olympiques, notamment que les athlètes ne se sont pas forcément spécialisés très tôt, donc ils ont eu une variété d'activités quand ils étaient plus jeunes qui fait qu'ils ont des capacités de résilience plus fortes, des habilités motrices plus larges que des jeunes qui se seraient spécialisés très tôt. Ça se discute et ça se questionne avec les fédérations parce qu'on a des entraîneurs qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Mais en tout cas, ça génère du débat qui est assez intéressant. Il y a des chantiers sur les spécificités féminines, donc ça c'est quand même un gros sujet sur lequel les équipes de l'IRMES travaillent beaucoup, avec des questionnements autour de finalement quel est l'impact du cycle féminin sur la performance sportive. Est-ce qu'il y a des moments où on peut s'entraîner moins, des moments où on peut s'entraîner plus? Et donc là, on se rend compte que c'est très individuel et donc on a lancé des chantiers là-dessus avec les athlètes et les fédérations qui étaient intéressées. On a des chantiers autour de l'analyse vidéo, donc je vais vous montrer un peu après. La prévention de blessures, donc ça c'est le sujet numéro 1 qui nous intéresse. En gros, on se rend compte que les athlètes olympiques médaillés, titrés, sont ceux qui se sont moins blessés, puisqu'ils se sont entraînés plus. Et donc comment je traque la blessure, ça c'est un des enjeux les plus importants pour nous. Et puis on a des questionnements sur, ça rejoint un peu Tech and Longevity, on va dire l'impact du sport sur la santé et la vieillesse. Est-ce que le sport de haut niveau, par exemple, est quelque chose de bon pour la santé? Il y avait encore des questionnements il y a quelques années. Et en gros, on observe que les athlètes olympiques ont une espérance de vie moyenne supérieure de 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à la population générale. Donc là, j'ai mis quelques illustrations pour montrer les travaux qui sont menés. Ce qu'il faut dire, c'est que de gros moyens ont été alloués sur des PPR, donc des plans prioritaires de recherche, et que ces moyens ont permis de lancer des projets assez poussés sur la performance. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Par exemple, le projet Perf-Analytics, qui a été mené avec la boxe, permettait de faire de l'analyse automatisée donc, des boxeurs et de quantifier la charge via des capteurs sur, par exemple, les déplacements des boxeurs sur un ring. En gros, finalement, quel est le kilométrage d'un boxeur quand il boxe? Ce n'est pas forcément une question qu'on se pose naturellement, mais ça permet de quantifier la charge. Et dans cette logique de prévention de blessures, de savoir finalement quelle est la charge, mettons, mensuelle, est-ce qu'on la dépasse, est-ce qu'on est en dessous, et ainsi de suite, pour mieux connaître ces athlètes. On peut aussi monitorer les coûts qu'envoie le boxeur, donc quantifier l'impact derrière. Vous avez donc ce que j'évoquais tout à l'heure en natation, alors ça c'est pas un PPR, mais sur l'estimation des potentiels et autres, les notions de détection de maturité tardive, c'est-à-dire que j'ai certains nageurs qui vont se révéler beaucoup plus tardivement que les autres. Donc ils ne sont pas dans les métriques habituelles, pourtant ils ont une courbe de progression un peu plus tardive qui fait qu'ils vont perfer, mais un peu plus tard. Et donc comment on arrive à voir ces profils-là si on a des métriques très figées dans des catégories d'âge.
On a les réflexions, je vous parlais de longévité. Alors, ce n'est pas directement la longévité, mais sur l'évolution des performances. Les journalistes aiment beaucoup nous questionner sur est-ce que de nouveaux records vont être battus, vers quoi on tend. Ce qu'ont montré des travaux, donc Adrien Marc n'est pas forcément là, mais il va peut-être arriver un peu après, notamment d'Adrien Marc, c'est qu'on voit que les performances humaines tendent un peu à toucher une limite. Et donc, probablement que si ça bouge, ce sera plus dû à des évolutions, par exemple, de règlements qui ouvriront de nouveaux champs qu'une amélioration de la performance humaine, bien que on n'ait pas encore exploité et, je pense, exploré tous les champs de l'entraînement. Donc, il y a peut-être des choses qui vont arriver. Et puis, il y avait d'autres chantiers, enfin, d'autres plans prioritaires, tels que Paraperf, qui est intéressant, sur identifier, par exemple, sur des athlètes, des para-athlètes, les profils, là, l'illustration de nageurs ou de nageuses, qui font les Jeux de nations étrangères et où on se rend compte que contrairement à la compétition chez les valides, les para-athlètes en natation font beaucoup plus d'épreuves. Il y a moins de spécialisation parce qu'il y a moins de concurrence ou de densité, donc potentiellement ça vous donne des renseignements sur l'entraînement de vos athlètes et vous pouvez dire que finalement vous pouvez les aligner sur plusieurs disciplines ou plus de disciplines que ce que vous auriez naturellement fait avec des athlètes valides. Donc ça, c'est via la donnée qu'on va chercher ce type d'indicateur. On a un deuxième laboratoire qui s'appelle le CEP, Sport Expertise Performance, qui a une approche multidisciplinaire donc, de la performance et qui travaille donc, sur, on va dire, 3 axes. L'optimisation de la performance. Donc optimiser la performance, par exemple, avec du stress environnemental. Je fais travailler un athlète dans un environnement de chaleur, par exemple, et je l'adapte pour l'acclimater parce qu'il va y avoir des compétitions dans des environnements où il fait très chaud. Je vais coupler ça par exemple avec de l'hypoxie, raréfaction de l'oxygène. Donc je mets une double contrainte sur l'organisme pour le forcer à s'adapter. On va avoir de l'analyse du mouvement, de l'analyse automatisée du mouvement par exemple. On va travailler aussi tout ce qui concerne la prévention de la blessure. Là aussi c'est un sujet récurrent qui nous anime. Je vais montrer après une image sur un des PPR. Et puis tout ce qui concerne la vie de l'athlète. Donc là on est sur une approche à 360. Optimisation du sommeil, optimisation de la nutrition, mais aussi des questionnements sociologiques. Quelle est la vie d'un athlète de haut niveau aujourd'hui ? Quel est entre le double projet, c'est-à-dire mon projet sportif et mon projet personnel, scolaire, études et tout ce qui va autour. En fait, quel est le nombre d'heures finalement dont dispose un sportif de haut niveau pour lui et qui n'est pas consacré à une charge mentale ou physique, quelle qu'elle soit. Quelle est la vie d'un entraîneur de haut niveau ? Combien de temps ça dure un entraînement de haut niveau ? Est-ce qu'ils sont remplacés toutes les Olympiades ? Est-ce que c'est plus large ? Quelle est leur vie personnelle ? Donc on observe qu'il y a énormément d'entraîneurs qui sont séparés en fait, parce que passer 290 jours par an à l'extérieur, forcément ça impacte la vie personnelle. Et ça renseigne aussi les fédérations sur la vie de leur cadre. Donc là, j'ai mis quelques exemples, notamment donc, sur le stress environnemental, où on a une thermoroom qui nous permet donc, de simuler des entraînements sous chaleur. Les travaux de Fulgur, c'est un autre PPR qui a été lancé qui se questionne sur comment optimiser le sprint et les relations avec les blessures sur les membres inférieurs qui sont très fréquentes dans ces disciplines, donc athlétisme, rugby, sport de glace. Et donc là, on a des enjeux pour détecter la posture par exemple de l'athlète, des angulations, donc ça se joue avec de la vidéo et de l'intelligence artificielle, mais on va aussi se questionner sur les volumes musculaires des athlètes, puisqu'il y a un lien fort entre le volume et les déterminants de la force, et donc on peut utiliser de l'intelligence artificielle pour faire de la reconstitution des volumes musculaires, après échographie ou IRM. Et un autre aspect dont je n'ai pas parlé, mais qui est assez intéressant, qui est tout sur le neuro. On a des travaux assez avancés aussi avec une de nos chercheuses sur comment diminuer en fait le temps de retour au sport après une blessure. Donc il y a des travaux sur les zones activables au niveau du cerveau lorsque vous êtes blessé et que vous voyez effectuer vous-même votre mouvement. Comment est-ce que j'entretiens en fait comment je limite la perte au niveau du cerveau et au niveau physique de mouvements que je maîtrisais avant ma blessure. On se rend compte que si on coupe de manière nette et qu'on ne s'entraîne pas parce que le membre est lésé, on aura plus de mal à revenir que si on travaille à la vidéo, visuellement, en fait, des patterns qu'on est habitué à faire et qu'on se voit les faire. On a aussi du travail d'occlusion, typiquement mené avec des fédés comme le badminton, où je me vois jouer, où je vois un adversaire, et on coupe
pendant l'échange la dynamique du match et on demande à l'athlète de nous situer où va aller le volant. Et donc ça permet d'entraîner à maintenir les réflexes et à revenir plus rapidement derrière. Je montrais juste en haut à gauche, on a eu aussi des réflexions sur les matelas. La qualité des matelas et la qualité du sommeil de nos athlètes, puisque c'est un des déterminants les plus importants dans la performance. Il y a plein de choses pour être en forme, mais le sommeil et la nutrition sont quand même font partie des facteurs les plus importants. Voilà, on a une unité qui travaille sur toutes les notions sur tout ce qui va concerner l'IT et notamment le développement d'AMS, donc de récolte de données. Ça, c'est un sujet sur lequel on peut longtemps échanger. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a des freins au changement, parce que les utilisateurs qui sont les athlètes ont du mal à rentrer les données qui les concernent quand on va parler de données, j'allais dire, plus subjectives, le ressenti d'un entraînement, des données au réveil sur son état de forme. Ça, c'est des vrais sujets. Donc là, on est purement sur des problématiques de conduite de changement qu'on pourrait rencontrer dans une entreprise. Avec les paradoxes de je passe 4 heures sur Instagram sans problème, mais je ne peux pas consacrer 10 secondes à remplir un questionnaire parce que j'ai oublié mon login mot de passe, parce que c'est contraignant tous les matins en me levant de dire comment j'ai dormi ou où est-ce que j'ai mal. Et parce que aussi, à chaque fois que je le fais, ou pas à chaque fois, mais il arrive que quand je le fais, je n'ai pas de retour de mon entraîneur en fait, sur les métriques que je suis en train de rentrer. Ça fait 4 jours que je mets que je suis dans le rouge, il ne vient pas me voir, je ne vois pas tellement pourquoi est-ce que je continuerai à remplir ce truc-là. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Je pense à tous les niveaux, que ce soit humain avec le sens qu'on donne à ça auprès des staffs et des athlètes, mais aussi avec les éditeurs de solutions, parce que tout n'est pas toujours ergonomique, parce que tout n'est pas toujours faisable, et donc c'est pas toujours évident. Voilà. Et enfin, on a une unité très opérationnelle qui s'appelle l'UAP, qui travaille sur pas mal de sujets, donc très opérationnels, type réathlétisation. Donc comment est-ce qu'une fois qu'un athlète qui s'est blessé et qui n'est plus blessé est en mesure de revenir supporter la charge de l'entraînement. En gros, c'est pas parce que j'ai plus mal à la jambe que je peux faire ce que je faisais avant. Donc on a des staffs qui travaillent là-dessus, et notamment, on parle d'IA aujourd'hui, on a des systèmes vidéo en fait, où on va faire passer des tests aux athlètes quand ils arrivent chez nous et quand les fédérations sont volontaires, pour les profiler et pour détecter d'éventuelles asymétries chez eux, donc de matière automatique, c'est-à-dire que l'IA reconnaît des angulations, et ça permet de préconiser des axes de travail pour les athlètes et pour les staffs. Au-delà de ça, donc on a tout ce qui va être nutrition, réathlétisation aquatique, analyse vidéo, et puis une sphère importante pour nous qui est la dimension mentale. Donc on va travailler avec les staffs, on propose plein de services, et donc la relation entraîneur-entraîné, la définition des valeurs, c'est quoi les valeurs, c'est quoi le rêve commun de l'équipe pour 2028 par exemple. On l'a fait là récemment avec des staffs. La gestion de crise, la prépa mentale, la psycho, enfin le spectre est très très large. Et on se rend quand même compte que, on en reparlera sûrement ce soir, mais on peut imaginer tous les systèmes qu'on veut avec la donnée. Moi, j'interviens sur les volets justement recherche-innovation dans le pôle. Je pense que le cœur, il est quand même au niveau de l'humain. Et si on n'est pas aligné dans le message et dans la volonté, que ce soit au niveau des athlètes, des staffs et des directions derrière, on peut mettre tous les systèmes qu'on veut, on ira dans le panneau. Et nous, on travaille beaucoup, par exemple, avec les athlètes aussi sur leurs projets de performance et leur monde. Et on est parfois surpris de petits grains de sable qui viennent perturber l'ensemble, qui de l'extérieur nous paraissent anodins, mais qui en fait sont des vrais sujets. Donc il faudrait que je passe mon permis de conduire. Parce que ça, en fait, l'athlète n'a toujours pas passé ce cap-là, et donc c'est un truc dans sa tête qui continue de traîner, mais il ne l'a pas fait. Et donc vous êtes en train d'imaginer les meilleurs entraînements qui soient, le meilleur monitoring qui soit, sauf que lui, sa préoccupation du moment, c'est ce truc-là, parce que ça le gêne tous les jours, parce qu'il ne peut pas aller chercher son enfant, parce que si, parce que ça, parce qu'il est dépendant d'autres personnes. Et donc, cette charge-là, qui est une charge masquée, que vous n'allez pas forcément monitorer avec des AMS, ou alors il faut vraiment qu'il soit honnête dans ce qui vous remonte, a un vrai impact sur la performance finale. Et donc ces travaux-là, c'est mon collègue Thierry Dumaine qui les mène, et je l'accompagne assez régulièrement dessus, sont passionnants en fait, parce que ça permet de lever des choses qui sont assez informelles ou difficilement palpables, et qui ont un impact direct sur tout le reste.
Et donc ça, on peut le voir dans plein de systèmes, mais je trouve que dans la perf, c'est assez prégnant et pas encore suffisamment en conscience. Voilà, et je vais passer un dernier petit mot concernant le réseau national d'accompagnement donc du sport. J'en parlais un peu avant et je mentionnais, donc c'est Adrien Marc chez nous qui travaille sur ce sujet-là. Je le trouve vraiment intéressant. L'idée, c'est de se dire qu'il y a de l'expertise dans plein de centres sportifs en France, à l'INSEP, mais aussi dans les établissements et dans les fédérations. Et donc l'idée, c'est d'identifier des références scientifiques dans toutes ces entités-là et d'animer cette communauté, donc Adrien le fait très bien, sur différentes thématiques. Dans l'idée, en fait, il y a poussée d'innovation, poussée de la médiation scientifique, c'est-à-dire que la recherche trouve des choses qui peuvent être très intéressantes, mais le terrain ne se l'approprie pas. Comment est-ce qu'on redescend ça et on le fait se l'approprier par les staffs. Et puis des questionnements autour de comment on arrive à aller créer des partenariats industriels, parce que c'est aussi le nerf de la guerre pour nous. Et là, le problème, je pense, qu'on observe le plus, nous, c'est que souvent les industriels, quand ils nous approchent, ils cherchent ce qui brille dans le sport de haut niveau en se disant que ça va rejaillir sur leur chiffre d'affaires à un moment ou à un autre. Et la vérité, c'est que les marchés dans le sport de haut niveau ne sont pas, à part si on va prendre le foot ou d'autres sports et encore, ne sont pas aussi ouverts que ça. Donc on a eu la chance, ça a très bien fonctionné par exemple avec Bultex, où on a réussi à récupérer tous nos matelas via un mécénat, mais le directeur général nous disait « j'ai beaucoup de mal à convaincre mes actionnaires qu'il faut investir entre guillemets à perte dans la recherche là-dessus, parce qu'eux ne voient pas le retour sur investissement. » Nous, nos athlètes le voient, ils dorment mieux. Il y a Christophe qui est là, on a des judokas qui peuvent être en internat, on a d'autres athlètes. Le jour où on a changé les matelas, on a quand même eu des retours tout de suite sur la qualité du sommeil. Voilà, et donc ce réseau anime plein de choses, et notamment des COP, des communautés autour de la data et de l'IA générative, avec des questionnements sur ce que l'IA pourrait nous apporter. Dans les questions, il y a, par exemple, est-ce que l'IA est capable de me pondre un plan d'entraînement qui se baserait sur les dernières évidences scientifiques sur tel ou tel aspect, et qui soit intelligible par des entraîneurs terrain et applicable. Ça, c'est un vrai sujet. Et du coup, quelle source scientifique je vais rentrer là-dedans pour que ça puisse me pondre ce que je veux. Et derrière, acculturer aussi nos équipes au biais, pour l'instant, qui existe encore avec l'IA, au décalage qu'il peut y avoir entre la commande initiale et le résultat que j'obtiens. Donc la potentielle méfiance. Et puis sinon, sur l'IA, on a tout ce qui va concerner, et donc on partage entre les fédés qui travaillent dessus, tout ce qui est fait sur l'analyse vidéo. Voilà, j'avais d'autres sujets, mais je pense que je vais largement déborder, donc je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour la présentation. Pierre Bruno de Brighton Tech. J'ai deux questions qui m'intéressent profondément. Vous avez dit que c'est surtout la nutrition et le sommeil qui favorisent au développement des athlètes. J'imagine que dans la population générale, on voit un certain nombre d'applications qui valorisent la meilleure nutrition possible, le meilleur sommeil possible. Est-ce que vos applications au niveau des athlètes, vous les voyez aujourd'hui redescendre au niveau de la population générale sur ces aspects-là? Vos connaissances? Alors, moi, ce que je vois au niveau de la population générale, ou en tout cas de mes proches, c'est l'obsession avec les protéines et qui vient aussi de nouvelles pratiques type CrossFit où il y a un peu cette nécessité d'avoir des apports différents au regard de l'exigence de la discipline. Sur le sommeil, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément d'outils qui arrivent pour encore vendre de nouvelles choses. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une montre connectée pour savoir que je me suis couché à 10 heures, que je me suis levé à 7 heures et que j'ai à peu près respecté mon cycle de sommeil. Encore une fois, c'est très individuel. Mais si on veut aller dans le niveau de détail que nous offrent ces outils-là, pour l'instant, par exemple, je vois en effet la population s'approprier d'outils, mais qui n'ont pas de preuves scientifiques. Connaître les différentes phases du sommeil, à moins d'aller sur de la polysomnographie ou quelques outils très précis, les montres qu'on utilise aujourd'hui, les études qui sont menées par les laboratoires indépendants ou par nos populations de recherche nous montrent que c'est de la flûte. Donc se dire « Ah oui, c'est bien, j'ai fait mes 2 heures de sommeil paradoxal », c'est complètement hors scope. Alors, encore une fois, pour nous, ça a un impact
important pour le haut niveau. Par exemple, attendez, je vous donne un exemple. Montre connectée, voilà. Ça, c'est des capteurs utilisés par plein de monde, des capteurs qui sont validés FIFA. Et ça, c'est le tracé GPS de quand on porte le capteur et qu'on marche sur les lignes du terrain. Cette approximation-là, pour nous, elle a un sens parce que si je m'entraîne et que je cours 100 bornes par semaine, au bout d'un certain moment, ça va commencer à chiffrer. Pour le grand public, moi-même, j'en utilise. Je veux dire, je suis pas un grand coureur, donc ça n'a pas vraiment d'impact. Le sommeil, même chose. Je pense que ce n'est pas forcément très grave que ce ne soit pas très précis. Pour nous, par contre, ça a un véritable impact. C'est pour ça qu'on est très prudent là-dessus. Donc, ce que je vois, c'est qu'en effet, ça descend sur la population. Je le vois sur les protéines parce que même nous, on a un partenariat avec une grande marque sur ça. Mais par exemple, quand on discute avec les spécialistes, j'ai plein de nutritionnistes qui me disent mais ils veulent boire des protéines. Même nous, on ne préconise pas à nos athlètes de boire le grammage qu'il y a sur ce type de boîte parce que c'est trop pour eux. Donc, le problème, quand même, c'est le manque de connaissances de la population sur ces outils. Okay, on est bien d'accord, je crois. J'ai juste une dernière question concernant le rapport des athlètes qui ont du mal à passer quelques secondes ou quelques minutes à faire un rapport individuel quotidien ou hebdo ou quoi que ce soit. Vous savez qu'il y a des chatbots d'intelligence artificielle très évolués qui permettent de capter ces informations sous forme de discussion. Oui, ça va être vu après. Bon. C'est une très très bonne transition puisque c'est exactement ce dont on va parler juste après. Donc merci beaucoup pour ces questions. Je vois le temps qui passe. Merci beaucoup Alexandre. C'était un retour précieux. Merci beaucoup, sachant qu'Alexandre intervient à nouveau tout à l'heure sur la scène principale au rez-de-chaussée. Alors je vous propose de continuer. Je vous ai prévu 4 interventions qui sont plutôt un format pitch de 4 startups et je vous propose de les faire venir sur scène et de leur donner 2-3 minutes pour présenter leur projet. Est-ce que ça vous convient ? Ouais ? Eh bien, du coup, je vais accueillir Vogo, Sportive, Mona et Ulysse à me rejoindre directement. Venez, vous allez pouvoir vous asseoir et on va laisser la main. C'est très informel, donc l'idée, c'est de pouvoir vous présenter ce qu'ils font et ensuite, peut-être de créer une interaction. Vous pourrez aller les voir, discuter avec eux, ils seront là. Vous pourrez prendre le temps. Voilà. Ça vous va si on fonctionne comme ça ? Alors, je vais aller dans l'ordre. La team Vogo, je vais te laisser la main. Et je vais te donner... Tu as des slides ou pas ? Oui. Tu as des slides, donc normalement, ils vont arriver juste après. On y va ? On se donne 3 minutes ? On y va. Allez, go. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Barbara Desmarais. Je travaille chez Vogo. On est une société qui est basée à Montpellier, qui est spécialiste des solutions de communication audio et de replay vidéo dans l'univers du sport. Donc on va équiper les professionnels autour du sport et puis on va aussi proposer des solutions pour les fans. Alors il y a certaines fédérations qui nous connaissent déjà, il y a certaines fédérations qui travaillent déjà avec des solutions Vogo. En gros, qu'est-ce qu'on fait ? On va fournir des petites radios avec des micros pour pouvoir se parler avec des filtres de bruit. C'est ce qu'utilisent par exemple les arbitres sur les terrains. C'est ce que vont utiliser les coachs aussi en bord de terrain pour communiquer entre eux. Et après, on va avoir des solutions de replay vidéo qui vont permettre de regarder en temps réel ce qu'on filme, soit ce qui est filmé par des caméras télé, soit ce qui est filmé par nos propres caméras. Et là, on va équiper en fait des arbitres pour faire de l'arbitrage vidéo, des équipes médicales, notamment dans la détection des commotions cérébrales. On va avoir toute une série d'outils autour de l'analyse de la performance et de l'analyse vidéo. Et puis après, on a des solutions pour enrichir l'expérience des fans. Voilà, je vous propose de rentrer très rapidement, vous donner quelques exemples qui vont, j'espère, vous parler, vous, en tant que fédération, et puis vous dire aussi où est-ce qu'on intègre de l'intelligence artificielle, puisque c'est quand même le but de la réunion aujourd'hui. Donc on a 3 produits. Vogo Sport, c'est du replay vidéo où on récupère les flux des caméras télé et on va les mettre à disposition des arbitres, des médecins, des coachs, des spectateurs en live. On a la même chose mais avec nos propres caméras, c'est Vogoscope, dans le cas de soit pour des entraînements, soit pour des événements où effectivement l'organisateur n'a pas de diffuseur télé et où on va installer nos propres caméras. Et puis Vokero, c'est les systèmes pour se parler sans entendre tout le Stade de France qui chante derrière.
Donc pour vous donner les 4 domaines dans lesquels on intervient, je vais essayer de vous donner des exemples aussi de fédérations et de sports dans lesquels on travaille. Donc sur l'assistance à l'arbitrage, vous savez que l'arbitrage vidéo est de plus en plus présent dans toutes les disciplines. Évidemment, il existe depuis très très longtemps en football et nous on a la chance d'avoir réussi à avoir la certification FIFA pour faire de la VAR Light. On fait partie des 12 sociétés dans le monde à avoir cette certification et c'est un peu une référence aussi pour les autres sports. Donc aujourd'hui on travaille évidemment dans le foot, on travaille dans beaucoup de sports collectifs. Aujourd'hui on travaille notamment, on fait tout l'arbitrage vidéo pour la LNH, la Ligue de hand, la Fédé européenne de hand et on commence à travailler pas mal dans les sports individuels aussi. Donc on a équipé récemment la Fédé internationale de ski qui se balade avec un petit kit Vogo avec des caméras et une tablette et ça permet aux juges de pouvoir voir ce qui se passe notamment en ski freeride et des juges qui sont sur place mais aussi des juges qui sont chez eux, en remote et avec une dimension RSE du coup de pas devoir toujours déplacer tout le monde et beaucoup de monde sur les événements. Et puis on a équipé aussi des fédés comme la Fédé de lutte qui aussi se balade avec notre petit kit pour avoir un système d'arbitrage vidéo hyper facile, hyper mobile et hyper intuitif pour les juges. Voilà, ça c'est l'arbitrage. J'essaie d'aller vite parce que je sais qu'on est nombreux. Après, on a une partie médicale qui est importante. Vous savez que dans de plus en plus de sports, il y a la problématique des commotions cérébrales qui touchent la santé des athlètes, pas uniquement les joueurs de haut niveau, mais aussi les amateurs et les jeunes. Donc on travaille beaucoup là-dedans. On travaille depuis 10 ans avec notamment la Fédé et la Ligue de rugby. On équipe tous les médecins en bord de terrain, comme vous voyez sur l'image. Et aujourd'hui, on a tout un programme d'intelligence artificielle là-dessus pour reconnaître justement les chocs et permettre au niveau des jeunes et des amateurs où il n'y a pas de médecin de match en bord de terrain d'aussi avoir des alertes et des notifications pour identifier ces commotions. Sur la partie performance, là on travaille avec pas mal de fédés et on travaille aussi avec pas mal de CREPS en fait, où on a mis en place nos solutions Vogoscope dans des structures pour pouvoir filmer en direct et analyser directement ce qui se passe. Bon, vous savez tous que rien ne vaut de se voir dans les gestes sportifs pour se corriger. Donc on a mis ça en place et en fait nos systèmes ont l'avantage d'être hyper intuitif, hyper facile à mettre en place. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un analyste vidéo qui est dédié. Et ça c'est important parce qu'effectivement tout le monde ne peut pas se payer des grosses équipes d'analyse vidéo. Et là on travaille donc avec beaucoup de fédés, notamment dans la natation. On a mis en place des systèmes avec des caméras sous l'eau, notamment au centre aquatique olympique qui est maintenant, qui va être le centre d'entraînement de la Fédé pour les plongeons. On travaille beaucoup avec Alain Bernard là-dessus, on a mis au point la solution avec lui. Et on a fait des choses aussi, donc là dans l'IA, on a fait 2 choses. Une où on reconstitue la trajectoire du nageur et on calcule sa vitesse instantanée, et une autre qui est plus dans le côté RSE, avec une caméra qui filme le bassin, on compte le nombre de nageurs, et ça permet d'optimiser la consommation d'eau, de chlore, etc., avec des gros enjeux sur l'impact environnemental des bassins. Je termine, voilà, c'est ma dernière slide. Et puis sur la partie spectateur, on a cette application un peu second écran qui permet aux spectateurs qui sont dans le stade d'avoir accès aux différentes caméras qui filment le match pour avoir des points de vue différents, pouvoir revoir des choses au ralenti, etc. Et on a aussi cette solution qui peut sortir du stade et qui peut, quand il n'y a pas de diffuseur télé, permettre d'aller toucher des gens chez eux partout dans le monde. Voilà, j'ai fini. Je vous en prie. À vous. On va se faire passer. Ah oui, oui, la petite zappette. Voilà, parfait. À vous de jouer. Plus de 5 minutes. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. On est Gelco Kyoto, Léa Gaget, donc les fondateurs de Sportive, une start-up qui est basée à Chambéry. C'est l'association de nos parcours. Donc Gelco, c'est un ancien sportif, ancien agent sportif. Et de mon côté, j'apporte la brique digitale. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter une solution plus équitable pour permettre à tous nos utilisateurs de n'importe quel niveau d'avancer dans leurs projets sportifs. Donc voilà, donc notre mission, c'est mettre donc, en effet les solutions technologiques au service de nos membres pour développer leurs projets et leur carrière sportive en les mettant en relation avec les bonnes personnes au bon moment.
Parce que, comme vous le savez, dans le sport comme ailleurs, le talent ne suffit pas, travailler dur ne suffit pas. C'est beaucoup lié aux personnes qu'on rencontre. Ça peut être le coach qui nous pousse quand on est un jeune sportif, c'est qu'on fait le match de notre vie le jour où il y a le bon recruteur. Et donc, toutes ces opportunités, elles sont un peu trop laissées au hasard. Et nous, on trouvait ça pas juste. Donc, l'idée, quand on le résume en rapide sportif, c'est le LinkedIn du sport. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de rassembler l'ensemble de l'écosystème au même endroit. Et ensuite, d'y mettre les solutions justement de profilage pour mettre en relation avec les personnes pertinentes, que ce soit donc entre les athlètes, les clubs, les recruteurs, les fédérations et tous les professionnels qui accompagnent finalement la performance et la carrière sportive. Donc aujourd'hui, sportif, pourquoi faire? Donc recruter des joueurs, des coachs, son staff, mais aussi apprendre et élargir encore une fois son réseau. Comment ça se passe? Donc, on a d'un côté un CV sportif standardisé que nos candidats peuvent venir remplir, donc qu'ils soient joueurs, coach, encadrants pour l'instant. Et en face, on a développé donc des outils dédiés aux recruteurs pour identifier plus rapidement, dans une base de données beaucoup plus large, les candidats qui correspondent à leur projet, grâce donc à nos algorithmes et un travail sur l'IA, justement sur le matching intelligent, ce qui va permettre d'accompagner aussi bien les niveaux jeunes amateurs jusqu'au niveau top pro, puisque donc nos recruteurs aujourd'hui, ils sont aussi bien dans des niveaux nationaux jusqu'à les compétitions européennes. Et donc, ils peuvent rechercher par niveau, parcours, âge, performance des différents membres de la plateforme. Les bénéfices, tout simple pour les candidats, forcément, c'est le plus grand réseau. Il peut élargir son réseau, il peut augmenter les opportunités, donc chance d'être recruté. Pour les clubs et les recruteurs, donc il y a un vivier de candidats bien plus large. Avec nos systèmes intelligents de matching, ça veut dire on va plus rapidement vers les profils les plus intéressants. Et voilà, donc il y a une autre chose. Les clubs, ils ont aussi un espace centralisé pour gérer le recrutement aussi bien des joueurs, des coachs et très bientôt tout l'encadrement et des bénévoles. Donc forcément, ça a fait gagner du temps. Donc, et pour les marques, fédérations, professionnels du sport, c'est vraiment pouvoir communiquer avec une audience hyper ciblée. Pour les fédérations, donc, vos membres sont déjà ici, chez nous, que ce soit les clubs, les coachs, les joueurs. Donc on récolte énormément l'information parce que par rapport à leur projet, il n'y a pas que le projet sportif, il y a le projet aussi d'études, de travail. Donc, toutes ces informations peuvent être utiles à des fédérations. Voilà, nos résultats et prévisions, comme vous pouvez voir, on a été lancé en 2020. Et voilà, cette année, on fait une vraie explosion de candidats. Donc, au début, on avait quelques dizaines de candidats inscrits par mois. Maintenant, on est à plus de 20 000 candidats inscrits tous les mois, tous les membres. Et on a même, les utilisateurs actifs sont près de 800 000. On vise donc 1 million en 2025. Et voilà, donc Sportif, désolé, on avance un peu plus vite. Sportif, c'est une boîte qui est nativement à l'international. On a des grosses communautés en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique aujourd'hui. Donc en plus de 150 pays, traduit en 3 langues. Et donc, voilà, donc... Et la fierté pour nous, c'est que ce que tu as dit tout à l'heure, Sportif est utilisé aussi bien au plus petit niveau amateur qu'au top niveau. Par exemple, vous avez le coach de Souk Nancy ici dans l'Otier qui utilise Sportif parce que ça lui fait vraiment gagner du temps. On a réussi jusqu'à présent plus de 36 000 de mises en relation entre les candidats et les recruteurs. Voilà, donc Sportif demain, on a une ambition... grande ambition de devenir vraiment LinkedIn du sport, de réunir l'ensemble de l'écosystème du sport sur la même plateforme. Au-delà donc, de la partie recrutement, ça sera aussi des sponsors, tous les professionnels du sport. Et puis voilà, en 2025, on ouvre Sportif pour tous les sports. On est ici justement pour se faire connaître auprès des fédérations. Aujourd'hui, on n'est que dans le handball, foot, basket. Et l'idée, c'est d'ouvrir vers les autres sports. On est là, on souhaite... Voilà, vous rencontrer. On est ici, vous avez nos coordonnées avec QR code. Donc on est là pour vous faire la démo si vous voulez. Donc comment ça marche et puis travaillons ensemble. Eh ben, merci beaucoup, merci infiniment. On peut les applaudir bien fort. Je suis désolé, je suis un peu pushy sur le timing, mais il nous reste précisément 2 minutes, donc je sais qu'on va être en retard. Et vous voyez tous les gens qui attendent, donc
Voilà, je pousse un petit peu. On essaye de se tenir à 3 minutes et tout sera bon. Allez, go, à toi de jouer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Oscar Stubler, je suis le fondateur et CEO de Mona. C'était très intéressant le talk de Alexandre de l'INSEP tout à l'heure parce qu'on est complètement au cœur de ce qu'on va faire. On va parler blessures aujourd'hui et essayer de diminuer ce risque de blessure. Ces dernières années, il y a une grande transformation, une grande transition du sport professionnel en termes d'intensité, en termes de performance et qui s'est accompagnée d'une augmentation drastique du nombre de blessures chez les athlètes. Et cette augmentation a des impacts économiques pour les clubs et les structures qui les accompagnent, mais également des impacts sur la performance, bien sûr, pour les joueurs et les clubs, et sur la santé des joueurs, que ce soit physique ou mentale. La grosse problématique de ces blessures, c'est que c'est des problématiques multifactorielles. Il y a plus d'une centaine de marqueurs qui peuvent impacter un risque potentiel de blessure, sur des données de sommeil, d'entraînement, des données biomédicales, des biomarqueurs, des données physiologiques, etc., etc. Et le fait que ça soit extrêmement multifactoriel, pour une équipe d'un sport professionnel, ça prend beaucoup de temps à analyser. Il faut arriver à essayer de récupérer toutes ces données dans un premier temps, ce qu'on appelle les digérer, les engranger, en faire quelque chose, et après essayer de les croiser de manière individualisée pour tous les joueurs de leur club. Et ça fait beaucoup de données. Et c'est très très compliqué pour le cerveau humain d'arriver à croiser toutes ces centaines de marqueurs pour en tirer quelque chose d'intéressant sur la blessure d'un joueur. Donc c'est pour ça que nous, on a créé Mona. Et ce qu'on vient faire chez Mona, c'est utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour essayer de diminuer un risque de blessure chez un athlète, tout en augmentant une capacité de performance. Donc comment on fait? On vient récupérer un certain nombre de données d'une équipe, sur pas mal de typologies de données différentes. On vient transformer un petit peu cette donnée. Et ensuite, on va utiliser des modèles prédictifs pour essayer de prédire un risque potentiel de blessure musculo-squelettique, donc toutes les blessures tendineuses, musculaires, etc. Une capacité de performance. Et ensuite, faire ce qu'on appelle en statistique de l'inférence causale, comprendre quels sont les facteurs causaux qui impactent plus ou moins une diminution ou une augmentation de la blessure pour chaque typologie d'athlète. On a plusieurs typologies de modèles pour faire fonctionner ce qu'on fait. Il y a des modèles de baseline avec un certain nombre de données. Et nous, notre vision chez Mona, c'est plus on arrive à être holistique, en rajoutant des données de nutrition, des données de sommeil, plus on arrive à être précis dans nos prédictions. Et le fait d'être très holistique aussi, ça nous permet de pouvoir pousser des recommandations à tout le staff personnel d'un club et être un outil d'aide à la décision pour tout le monde. Donc en poussant des recommandations et en allant un petit peu plus vite pour laisser les gens opérationnels travailler. Le produit Mona, c'est deux choses. C'est une plateforme desktop qui permet d'agréger des données pour le staff, notamment une application mobile. On a beaucoup travaillé sur les sujets d'UX et de design pour pouvoir faire rentrer de la donnée plus facilement à nos athlètes et pouvoir avoir des modèles justement plus holistiques. On sort d'une assez longue phase de R&D. On a collaboré avec 2 laboratoires de recherche et on a fait une étude avec plus de 600 athlètes. En moyenne, un athlète chez Mona, il diminue 30% son risque de blessure et il arrive à améliorer 20% sa capacité de performance. Le but chez Mona, c'est vraiment de faire gagner du temps, notamment sur la récupération des données et de la digérer, faire de la prédiction sur un risque de blessure et une capacité de performance et d'identifier des indicateurs qui impactent ces 2 targets d'un point de vue personnalisé. On est ici pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas soit à scanner le QR code, soit à venir discuter avec moi directement après. Merci beaucoup. Merci, bravo. Parfaitement dans les temps, c'est nickel, merci beaucoup. Et Ulysse, je te laisse finir. Bon, je ferai son slide. Bonjour à tous, je m'appelle Ulysse, je suis data scientist, mais avant tout passionné de sport. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous expliquer comment la data peut vous aider à optimiser vos performances sportives. Je pense qu'il y a des gens qui le feront bien mieux que moi et c'est globalement le thème de tout ce qui va vous être exposé aujourd'hui. Moi, je suis là pour adresser un autre problème qui est sous-jacent justement à tout ce que vous allez voir. Donc, Mona, c'est un exemple parfait, c'est la collecte des données que vont ingérer toutes ces analyses, tous ces modèles. Aujourd'hui, quelle est la donnée que tous les athlètes collectent de Tadej Pogačar au cycliste du dimanche? C'est les données de la Garmin. Alors pourquoi? Parce qu'elle demande en fait aucun effort. Là, je suis en train de vous parler, ma Garmin, elle sait à quelle fréquence cardiaque je suis. D'ailleurs, je vois que je suis peut-être un peu stressé. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, ça demande aucun effort. Et donc ma Garmin, par exemple, moi, en tant qu'utilisateur, elle me donne des métriques qui me servent absolument à rien, mais ça me coûte rien de les suivre, en fait. Alors que j'ai plein de métriques, par exemple, le calcul de mes calories, mes protéines, etc. Si jamais ça pouvait se calculer tout seul, ça serait bien plus utile que ma SPO2, par exemple.
Donc aujourd'hui, on est là pour adresser ce problème et comment on va faire avec une interface, du coup, c'est un petit peu dans le nom, mais que vous avez tous déjà dans vos poches, qui est WhatsApp. Donc on est en mesure de déployer un chatbot qui va vous parler à longueur de journée. Vous lui dites en entrée ce que vous voulez comme données. Donc moi, par exemple, je veux savoir mes données sur mon sommeil, mes données sur mes blessures, parce que j'ai eu une blessure récemment, et je veux avoir un tracking vraiment très régulier pour justement alimenter tous mes outils de calcul d'indice de blessure, de calcul de performance, etc. Et en fait, en fonction des tables que je veux remplir, le chatbot va converser avec moi à longueur de journée pour générer de la donnée structurée. Donc derrière, vraiment, il faut comprendre qu'on utilise une IA générative pour faire le lien entre le langage naturel que tout le monde parle et le langage de la data que parle une plateforme comme Mona. Et moi, personnellement, j'y comprendrais probablement rien. Donc c'est vraiment combler cet écart. Et alors pourquoi WhatsApp ? Parce que vous l'avez déjà tous et que, en toute transparence, je pense qu'il n'y a rien de plus simple que plutôt que de remplir des questionnaires, que remplir autre part ce que j'ai mangé dans la journée, les 3 cafés que j'ai pris qui vont du coup influencer ma fréquence cardiaque. Le matin, le chatbot m'envoie un message, je suis encore au lit, je peux lui faire une note vocale en lui disant, en lui racontant ma nuit, et lui derrière génère toutes les données structurées comme on en a besoin pour toutes nos analyses. Donc si on pousse un petit peu la vision de tout ce qu'on pourrait faire avec ce chatbot, donc la plus-value de base, c'est la facilité de l'interface WhatsApp qu'on va déjà utiliser. Et l'étape 1, c'est d'utiliser le chatbot pour collectionner des données. L'étape 2, ensuite, c'est d'utiliser le chatbot pour faciliter et accélérer l'analyse de données. Donc là, on peut se mettre, encore une fois, à la place de l'athlète qui veut comprendre ses données, mais surtout à la place d'un coach qui va gérer une vingtaine d'athlètes et qui n'a pas le temps d'aller regarder les tableaux de tout le monde, mais qui pourrait demander à son chatbot à lui, qui est blessé aujourd'hui, qui est en confiance, qui ne se sent pas bien, etc., etc. Donc accélérer vraiment la partie analyse. Et donc tout ça, encore une fois, c'est dans le but de générer des données pour alimenter un outil de prédiction ou un outil d'analyse. Et l'étape 3, ensuite, ça sera de faire le chemin dans l'autre sens, qu'on branche mon outil, par exemple mon Garmin Coach, à mon chatbot pour que mon chatbot puisse m'aider à atteindre ces objectifs-là. Donc, par exemple, mon chatbot qui me dirait tu as une session de vélo dans 3 heures, donc si tu dois manger, c'est maintenant, c'est pas 20 minutes avant, et tout ce qu'il pourrait nous conseiller pour vraiment nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, je vois que j'ai plus trop de temps, mais pour réussir à en arriver là, je pense que l'étape 0, c'est de récolter du coup vos retours, vous qui seront les utilisateurs potentiels ou les intéressés par cette techno. J'ai une petite démo qui fonctionne, que je peux faire sur mon téléphone avec mon WhatsApp, donc c'est testé et validé par un athlète de très moyen niveau. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez venir me parler, ce serait avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on a essayé de vous faire une overview de ce qui peut se faire de mieux à la fois à l'INSEP, mais aussi dans l'écosystème des startups. Alors pourquoi on a choisi ces startups-là ? C'est qu'en discutant avec des dizaines d'athlètes, des dizaines d'entraîneurs, on s'est aperçu que finalement c'était des questions qui revenaient souvent, donc on a essayé d'y apporter une réponse. En revanche, des réponses, vous allez en avoir beaucoup d'autres aujourd'hui. Vous allez pouvoir visiter l'espace, rencontrer les startups, rencontrer nos chers entrepreneurs qui sont là aujourd'hui. Vous faites comme chez vous, vous êtes les bienvenus, je suis très heureux de vous accueillir. Les conférences vont commencer, donc vous avez le droit de rester dans la salle ou d'aller dans une autre salle. On va commencer à partir de maintenant la conférence officielle. Donc bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite une belle journée. Vous pouvez rester autant que vous voulez. Vous êtes comme chez vous. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à demander à la team Orga qui sera ravie d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée et de bonnes interactions. Voilà, j'espère que ça générera du business. Allez, bonne journée. Bon courage.